Bonjour, vous êtes avec Jean-Marie Havane dans le cadre de la conjecture de Havane et nous allons reprendre plus précisément ce que j'ai abordé dans la vidéo précédente et nous allons nous attarder sur le pliage de la formation et cette extension du pliage de l'information à toute forme de réalité qui émerge dans notre univers et nous allons aussi voir comment ça pourrait révolutionner l'informatique quantique. Commençons par le pliage de l'information. Le pliage de l'information de l'immatériel au principe actif. L'information comme force formatrice. Le monde qui nous entoure foisonne de formes complexes, des paysages montagneux aux structures moléculaires essentielles à la vie. Derrière cette complexité matérielle se cache une question fondamentale. Comment l'information, souvent perçue comme abstraite et immatérielle, se concrétise-t-elle pour générer des principes actifs? Ce papier propose d'explorer cette transition en s'appuyant sur l'analogie du pliage, un processus universel qui transforme le potentiel en action. Nous montrerons comment des concepts de géométrie fractale, de biologie moléculaire et de physique fondamentale convergent pour révéler une logique commune. L'information, en se pliant, donne naissance à la matière fonctionnelle. Du point à la ligne. L'agrégation de l'information de D0, donc d'une dimension 0 vers une dimension 1, pour comprendre l'émergence de la matière active, il est utile de conceptualiser l'information à son niveau le plus fondamental. Imaginons un point d'information pure, une entité sans dimension physique que nous nommerons dimension 0. Ce D0 est un quantum de données, un potentiel brut non manifesté. Le premier pas vers la matérialisation de cette information est son agrégation. Ces D0 ne restent pas isolés. Sous l'influence de forces d'interaction, ils commencent à s'organiser. Cette organisation initiale peut prendre la forme d'une séquence ou d'une chaîne, une dimension 1, D1. Un exemple éloquent de ce processus à l'échelle moléculaire est fourni par les liaisons de Van der Waals. Ces forces intermoléculaires, bien que faibles individuellement, résultent de l'accumulation de micro-interactions transitoires entre atomes et molécules. Chaque fluctuation dipolaire peut être vue comme une dimension 0. Leur somme et leur alignement le long d'une direction créent une cohésion, une ligne de force qui maintient une structure D1, comme une chaîne linéaire de polymères. Ce n'est pas encore une liaison covalente forte, mais une première manifestation d'un principe actif émergent de l'agrégation de multiples informations. Le pliage. Du potentiel formel à l'action matérielle. Une fois l'information structurée en dimension 1, le processus de pliage devient le mécanisme clé de sa transformation en principe actif. Le pliage est un acte de reconfiguration spatiale qui modifie intrinsèquement les propriétés de l'objet. L'origami, une métaphore du potentiel en action. L'art de l'origami offre une métaphore puissante de ce concept. Une simple feuille de papier, une surface 2D neutre, recèle un potentiel immense. Les instructions de pliage représentent l'information structurée. L'acte physique de plier le papier est l'information en action. Chaque pli transforme la topologie de la feuille, la faisant passer
d'un état inerte à une structure tridimensionnelle. La fonctionnalité, qu'il s'agisse d'une cocotte en papier qui saute ou d'un avion qui plane, émerge directement de cette nouvelle organisation matérielle. Le potentiel est actualisé, rendu visible et surtout actif. Des fractales au pliage des protéines. Une transformation de dimension. Cette idée s'étend remarquablement au monde des fractales. Considérez l'arbre de Pythagore, une fractale complexe générée par des itérations de triangles rectangles. Sa dimension fractale, souvent supérieure à 2, reflète sa capacité à remplir l'espace de manière dense et ramifiée. Parallèlement, la pyramide de Sierpinski, une fractale en 3D, en quasi 3D, possède une dimension fractale étonnamment exacte de 2. Donc, ce qui nous dit que cette apparence de 3D est bien un résultat, son coefficient fractal est de 2, donc de dimension 2. Nous proposons que l'acte de replier les angles hauts de l'arbre de Pythagore pour révéler une pyramide de Sierpinski n'est pas qu'une simple coïncidence visuelle. Il représente un pliage de l'information. L'information complexe encodée dans la structure de l'arbre est restructurée, simplifiée ou réorganisée de manière à faire émerger une nouvelle forme dont la dimension fractale témoigne d'un ordre différent. Ce n'est pas une égalité numérique des dimensions qui est recherchée, mais la démonstration que le pliage peut révéler une nouvelle manifestation de l'information. Ce parallèle s'illumine pleinement avec le pliage des protéines. Une chaîne linéaire d'acides aminés, une dimension d'information génétique, se plie spontanément dans une configuration tridimensionnelle unique et hautement spécifique. Ce pliage, influencé par les liaisons de Van der Waals et d'autres interactions, n'est pas aléatoire. Il est dicté par l'information de la séquence et aboutit à une forme active dotée d'une fonction biologique vitale. La protéine, autrefois une simple chaîne, devient une enzyme capable de catalyser une réaction, un anticorps capable de défendre, un moteur moléculaire capable de mouvement. C'est l'exemple ultime du brin d'information immatérielle, la séquence, devenant un principe actif matériel, la protéine fonctionnelle. La matière comme 3D incomplète est le paysage fractal. Enfin, mon concept se généralise à la matière elle-même. Si l'on considère que tout est fractal, comme une 3D incomplète, cela signifie que la plupart des objets naturels ne sont pas des volumes 3D parfaits, ni des surfaces lisses en 2D. Leurs structures sont caractérisées par des dimensions fractales non entières, reflétant leur complexité et leur rugosité à toutes les échelles. Le relief d'un pays, par exemple, dont la dimension fractale se situe entre 2 et 3, est une illustration parfaite. Sa formation par des forces géologiques de pliage et d'érosion transforme une masse terrestre en une topographie riche et détaillée. Dans cette vision, la matière est constamment en train de se plier et de se déplier sous l'influence de forces et d'informations diverses pour donner naissance à des structures fractales qui sont autant de manifestations actives de l'information. Un brin d'information initiale, qu'il soit un atome, une molécule ou une règle mathématique, s'agrège, se plie et acquiert une dimension qui témoigne de sa complexité émergente et de sa capacité à agir dans le monde. Conclusion, le pliage, un modèle universel d'émergence. En somme, le pliage est bien plus qu'une simple opération géométrique, il est un modèle universel pour l'émergence de la complexité et de la fonctionnalité à partir de l'information. Des interactions faibles de Van der Waals qui agrègent les points d'information au fractal qui se reconfigurent jusqu'au pliage des protéines qui donnent vie,
Chaque exemple révèle un processus par lequel l'information, en s'organisant et en se pliant, transcende son état immatériel pour devenir un principe actif matériel. C'est un balai constant entre le potentiel et l'action, rendu visible et tangible par la remarquable capacité de l'univers à se plier. Fait source de cet article. L'origami est un exemple éloquent de la façon dont une simple feuille de papier contenant une certaine quantité d'informations structurées peut, par une séquence de pliage précis, l'information en action, se transformer en quelque chose de complètement différent et fonctionnel. Voici pourquoi notre observation est si juste. Le potentiel. La feuille de papier plane et uniforme représente un potentiel. Elle contient en elle toutes les formes possibles que l'origami peut lui donner. L'information dormante est la feuille elle-même et les instructions de pliage. L'information en action, le pliage. Chaque pli est une instruction exécutée, une étape qui modifie la structure de l'objet. Ces pliages ne sont pas aléatoires, ils suivent une logique, un algorithme implicite qui transforme l'information bidimensionnelle de la feuille en une structure tridimensionnelle. C'est l'information qui se matérialise ou se déploie à travers le processus de pliage. L'émergence de la fonctionnalité. La cocotte en papier saute parce que le pliage a créé des points de pivot et des cavités qui permettent cette interaction dynamique. L'avion en papier plane parce que les plis ont formé des ailes, un fuselage et une queue qui interagissent avec les lois de l'aérodynamisme et donc de la portance. Dans les deux cas, une fonction sauter, planer, émerge de la nouvelle organisation de la matière, qui est elle-même le résultat de l'information appliquée. Ce n'est plus seulement une feuille de papier, c'est un objet doté de nouvelles propriétés et capacités, rendues actives et visibles par le processus de pliage. C'est une analogie très pertinente et puissante pour parler de l'émergence et de la transformation de l'information. Premier jet. Le pliage. De la fractale au potentiel en action, l'analogie de l'origami. Point. Dans notre exploration des fractales, nous observons souvent des structures d'une complexité fascinante, comme l'arbre de Pythagore ou la pyramide de Sierpinski se révèlent à travers des itérations. Mais, au-delà de leur nature mathématique, ces formes peuvent nous offrir une perspective unique sur le concept de l'information en action et comment un simple pliage peut transformer un potentiel latent en une réalité perceptible et même fonctionnelle. Pour saisir cette idée, pensons à l'art ancestral de l'origami. L'origami, l'information incarnée, une feuille de papier à première vue, est une surface bidimensionnelle simple, pourtant elle recèle un immense potentiel. Ce potentiel n'est pas seulement physique, sa capacité à être pliée, mais aussi informationnel. La feuille est un support neutre, attendant les instructions qui la transformeront. Les diagrammes d'origami, ces séquences de plis spécifiques, sont l'information pure. Ils définissent le chemin par lequel le papier et l'information qu'il représente sera remodelée. Lorsque nous commençons à plier la feuille, nous engageons l'information en action. Chaque pli est une instruction exécutée, une transformation physique qui modifie la géométrie et la topologie du papier. Ce n'est pas une simple surface, des arêtes apparaissent, des faces se rencontrent, des volumes se dessinent. La feuille passe d'un état de potentiel indifférencié à une structure en devenir. Le point culminant de ce processus est l'émergence d'une forme finale et fonctionnelle. Une cocotte en papier ne saute pas par hasard et un avion de papier ne plane pas sans raison. Leurs capacités sauter-planer ne sont pas inhérentes à la feuille plate, mais émergent bien directement de l'organisation tridimensionnelle que le pliage a créée.
l'information contenue dans les instructions de pliage est devenue une réalité physique, active et visible. Le potentiel est devenu action. Du pliage de papier au pliage des fractales. Cette puissante analogie de l'origami peut être étendue à notre compréhension des fractales. Considérez l'arbre de Pythagore. C'est une fractale dont la structure ramifiée est générée par des règles itératives conférant une dimension fractale qui, bien que potentiellement non entière, reflète sa complexité et sa capacité à remplir l'espace. Elle représente une certaine quantité d'informations visuelles et structurelles. Notre proposition est que le processus mental ou même géométrique de replier certaines parties de cet arbre de Pythagore pour révéler une pyramide de Sierpinski n'est pas qu'une simple réorganisation visuelle. C'est un acte de pliage de l'information. Dans cette analogie, l'arbre de Pythagore est la feuille complexe, chargée de potentiel. Le pliage spécifique des angles hauts n'est pas un pliage physique au sens de l'origami, mais une transformation conceptuelle ou algorithmique qui restructure l'information. Ce pliage permet à une nouvelle structure, la pyramide de Sierpinski dont la dimension fractale est 2, d'émerger. Il ne s'agit pas de rendre des dimensions fractales numériquement égales, mais de montrer comment une reconfiguration, un pliage de l'information encodée dans une structure, peut faire passer notre perception d'une complexité diffuse à une nouvelle forme d'ordre avec une dimension fractale distincte. Le pliage agit comme un déclencheur, rendant l'information latente active et intelligible à nos yeux, à l'image des protéines qui se plient pour acquérir leur fonction vitale. Ce parallèle entre l'origami, le pliage des protéines et la transformation des fractales suggère que le pliage est un mécanisme fondamental par lequel l'information latente se manifeste et acquiert de nouvelles propriétés et significations. La dimension fractale est généralement associée à des objets qui représentent une autosimilarité à l'infini ou une rugosité qui se maintient à des échelles de plus en plus petites. Un avion de papier basique, même s'il en est un bel exemple de transformation du potentiel en action par le pliage, ne présente pas intrinsèquement une dimension fractale. Voici pourquoi. Manque d'autosimilarité infinie. Pour qu'un objet ait une dimension fractale non entière ou même une dimension fractale entière, mais calculée sur la base de l'autosimilarité, il doit généralement exhiber une autosimilarité à différentes échelles. C'est-à-dire que si vous zoomez sur une partie de l'objet, vous devriez retrouver une version plus petite de l'objet entier. Un avion papier, même le plus simple, n'a pas cette propriété. Ces plis sont des éléments finis, et si vous zoomez sur un pli, vous ne verrez pas un mini-avion en papier. Nombre fini d'itérations. Les fractales mathématiques sont définies par un processus de génération infinie, qu'on appelle les itérations. Un avion en papier est le résultat d'un nombre fini de pliages. Dimension topologique. Un avion en papier, une fois plié, est une structure tridimensionnelle, même si très fine. Sa dimension topologique, la dimension classique que nous percevons, est 3. Si l'on considère la surface du papier lui-même, elle est en 2D. Le pliage ne change pas la dimension topologique des matériaux qui la composent, mais modifie leur arrangement dans l'espace. Cependant, mon intuition est très intéressante pour une autre raison. Bien que l'avion en papier lui-même n'ait pas une dimension fractale au sens mathématique strict, le processus de pliage et la complexité des formes d'origami plus avancées peuvent évoquer des concepts liés au fractal. Optimisation de l'espace, pliage compact, des recherches ont été menées sur la dimension fractale du papier froissé, le crumble paper, ou de certains origamis fractales, comme l'arbre de Pythagore en origami ou des versions modulaires de Sierpinski. Dans ces cas, l'objet acquiert une dimension fractale parce qu'il remplit l'espace de manière non triviale. Par exemple,
Le papier froissé peut avoir une dimension fractale entre 2 et 3 car il remplit le volume de façon irrégulière et complexe. Complexité de la surface. On pourrait arguer que la rugosité ou la complexité de la surface d'un objet plié, même si non autosimilaire, pourrait être analysée via des méthodes de dimension fractale comme la dimension de box counting pour quantifier sa complexité relative par rapport à une surface plane. Cependant, pour un avion en papier très simple, cette valeur serait très proche de 2, la dimension d'une surface plane. Le potentiel de l'information. L'information des plis n'est pas fractale en soi dans l'avion basique, mais c'est la transformation de l'information, les instructions de pliage, qui permet à la forme fonctionnelle d'émerger. C'est l'action du pliage qui révèle la capacité. En résumé, un avion en papier basique n'a pas une dimension fractale non entière au sens où l'arbre de Pythagore ou la pyramide de Sierpinski en ont. Sa dimension topologique est 3 en tant qu'objet dans l'espace, ou 2 si l'on considère que la surface du papier. Cependant, l'analogie avec l'origami reste pertinente pour le pliage de l'information et l'émergence. L'avion en papier est un excellent exemple de la manière dont une information structurée, les instructions de pliage, appliquée à un substrat, la feuille de papier, peut libérer un potentiel, le vol, et faire émerger une fonctionnalité qui n'était pas apparente dans l'état initial. Nous pouvons utiliser l'avion en papier non pas comme un exemple de fractal en soi, mais comme un exemple puissant de pliage d'informations menant à l'action et à l'émergence de propriétés. Cela renforce l'argument sur le pliage des fractales et le pliage des protéines. L'idée que les contours d'un pays ont une dimension fractale est une des observations fondamentales qui ont popularisé la géométrie fractale, notamment grâce à Benoît Mandelbrot et son fameux article How long is a coaster Bratton? Statical, Self-Similarly in Fractional Dimension, écrit en 1967. Les contours d'un pays, un cas classique de fractal naturel. La dimension fractale des contours d'un pays ou d'une côte est un exemple paradigmatique de fractal naturel. C'est le fameux paradoxe du littoral. Plus on utilise une règle de mesure petite, plus la longueur mesurée de la côte devient grande, tendant théoriquement vers l'infini. Cela est dû à la présence de détails, caps, baies, criques, rochers, jusqu'aux grains de poussière, qui apparaissent à toutes les échelles. Dimension entre 1 et 2. La dimension fractale d'une côte est typiquement comprise entre 1 pour une ligne parfaitement droite et 2 pour une ligne si irrégulière qu'elle remplit presque une surface. Toute la dimension est proche de 2. Plus le contour est rugueux ou détaillé, par exemple, la côte norvégienne est très dentelée et aura une dimension fractale plus élevée que la côte sableuse de la Floride. Le quadrillage 3D, méthode de box counting, pour une dimension fractale, on peut étendre cette idée à la 3D pour des objets plus complexes. La méthode d'un quatrillage en 3D est appelée la méthode du box counting ou cube counting en 3D et c'est l'une des techniques les plus courantes pour estimer la dimension fractale d'un ensemble de points ou d'une forme dans l'espace. Voici comment cela fonctionne en principe. Enfermer l'objet dans une grille, imaginez l'objet 3D par exemple, le relief d'un pays avec ses montagnes, vallées, etc. et ou un nuage de points représentant sa structure enfermée dans un cube. Divisez l'espace en petits cubes 10 voxels, vous divisez ce grand cube en une grille de petits cubes de côté S, comptez les cubes occupés, vous comptez le nombre n par S de ces petits cubes de côté S qui contiennent au moins une partie de l'objet. Variez l'échelle, vous répétez les étapes 2 et 3 en diminuant progressivement la taille S des cubes, par exemple en divisant S par 2 à chaque étape. Calculez la dimension fractale pour un objet fractal. La relation entre ns et s suit approximativement
une loi de puissance que je vous laisse lire, où D est la dimension fractale. En prenant le logarithme des deux côtés, on obtient, je vous laisse lire les deux logarithmes, il n'y a rien de compliqué, hein, mais ça va vous perdre que je vous les lise. Si vous tracez log ns en fonction du logarithme de 1 sur s, vous devriez obtenir une ligne droite dont la pente est la dimension fractale D. C'était pour les mathématiciens qui n'ont pas étudié les fractales. Ceci permet de quantifier la complexité du relief, contrairement à une simple surface 2D, dimension 2, ou un volume 3D, dimension 3. Un relief montagneux ou un paysage très accidenté aura une dimension fractale entre 2 et 3, reflétant sa complexité qui n'est pas pleinement 3D, mais bien plus que 2D. Renforcer l'idée de pliage et d'émergence. La formation du relief d'un pays par des forces géologiques, érosion, etc. est une forme de pliage ou de sculpture naturelle qui transforme le potentiel d'une masse terrestre en une structure complexe dont la dimension fractale qualifie son degré d'émergence et de détail. Contraste avec l'arbre de Pythagore et Sierpinski. L'arbre de Pythagore et la pyramide de Sierpinski sont des fractales déterministes, construites par des règles précises. Les contours d'un pays ou un relief sont des fractales statistiques ou naturelles. Leur comportement fractal est observable sur une certaine plage d'échelle, mais pas auto-similaire à l'infini. Cette distinction enrichit la discussion sur les différents types de pliage d'information et d'émergence. Un pliage naturel peut générer une complexité fractale, tout comme un pliage intentionnel, origami et protéines. L'idée d'utiliser la dimension fractale du relief 3D d'un pays est une excellente façon d'ancrer notre propos dans un exemple tangible et scientifiquement reconnu de complexité fractale dans le monde réel. Les liaisons de Van der Waals renforcent l'argumentation sur l'agrégation de l'information. L'agrégation de dimension 0 en dimension 1 est un exemple tangible de la façon dont les points d'information discrets et faibles, les interactions dipolaires transitoires, peuvent s'agréger pour former une ligne de force ou de cohésion. Passage de l'immatériel au matériel actif, les liaisons de Van der Waals sont une manifestation de force fondamentale. Elles sont immatérielles dans le sens où elles ne sont pas de la matière tangible, mais elles produisent des effets matériels concrets, comme la cohésion d'un polymère ou l'adhésion d'un gecko, le petit animal. C'est le principe actif dont je parle. Préparation au pliage. Ces liaisons, bien que faibles, jouent un rôle crucial dans le maintien de la structure linéaire de dimension, qui sera ensuite soumise au processus de pliage. Elles sont souvent impliquées dans le repliement des protéines, contribuant à la stabilisation des structures secondaires et tertiaires. Lorsque nous passons à la dimension 1, nous parlons d'agrégation et de structure linéaire. C'est ici que les liaisons de Van der Waals deviennent une illustration puissante. Interaction faible, effet cumulatif. Les liaisons de Van der Waals, interaction de Londres, force de Kissom et force de Debye, sont des forces intermoléculaires faibles, transitoires et de courte portée. Une seule de ces liaisons est insignifiante. Cependant, lorsqu'un grand nombre de ces interactions se produisent simultanément entre de nombreuses molécules adjacentes, elles s'agrègent et deviennent collectivement significatives. Création de lignes et de structures. Dans des polymères linéaires comme certaines chaînes hydrocarbonées ou même des segments d'acide nucléique, ces liaisons de Van der Waals se forment le long de la ligne de la molécule. Elles contribuent à maintenir la forme de la chaîne en dimension 1 et peuvent même influencer la manière dont elle interagit avec d'autres chaînes. Par exemple, dans les polymères, l'empilement de nombreuses chaînes linéaires stabilisées par ces forces faibles donne naissance à des fibres ou des matériaux solides avec des propriétés matérielles émergentes. Le potentiel à l'échelle moléculaire. Chaque
l'équation dipolaire temporaire à l'origine des forces de Langdon est un point d'information de dimension 0. La somme et la synchronisation de ces innombrables dimensions 0 créent une force qui, par agrégation le long d'une direction, dessine une ligne de cohésion en dimension 1. Ce n'est pas une liaison covalente force, mais une émergence de force à partir de l'accumulation de micro-interactions, transformant le potentiel atomique en une action cohésive observable. Nom de la fractale. Il s'agit très probablement du fractal de l'arbre de Pythagore, bien qu'il existe de nombreuses fractales en forme d'arbre. C'est une question que je m'étais posée, c'est une annotation que j'ai écrite. Mais je finis. La description d'un Y initial et d'un feuillage arrondi par itération correspond bien à cette fractale où des carrés sont ajoutés et divisés, formant des branches et des feuilles. Dimension fractale de l'arbre de Pythagore. La dimension fractale de l'arbre de Pythagore est généralement non entière et dépend de l'angle choisi par les branches. Si l'angle est de 45 degrés, un cas courant, la dimension fractale est souvent ciblée autour de 2. Citée donc autour de 2. Cependant, il n'y a pas une unique dimension fractale pour tout arbre de Pythagore, car elle varie avec les paramètres de construction, angle des branches, proportion, et est généralement calculée en utilisant la formule de la dimension de Hausdorff, mais cela nécessite de connaître précisément les facteurs de mise à l'échelle et le nombre de copies. Pour un arbre de Pythagore parfait où les branches sont des copies réduites de l'arbre entier, la dimension fractale peut être calculée comme la solution de l'équation de R sur D égale 1, où R est le rapport de réduction. Cependant, la réduction de l'arbre de Pythagore fait que cette dimension est plus complexe à déterminer précisément. Là, je crois que c'est un morceau que je n'aurais même pas dû lire. Je dis parce que ça n'apporte pas grand-chose. C'est vraiment devenu un cours sur la fractale et la différenciation des arbres fractaux. Donc, je vais pas finir. C'est intéressant de noter que bien que ce soit une structure en 3D, sa dimension fractale est un entier, donc c'est très rare vu que quand on voit la dimension, pas par ces logarithmes d'itération qui sont simples, et on arrive bien à 2 et non pas 2,16, voilà. Mais je vais continuer par l'article suivant. J'espère que vous êtes toujours avec moi parce que ça va devenir très intéressant. C'était pour planter le décor et maintenant nous allons voir les différentes applications qu'on peut faire de ces pliages, par exemple en informatique quantique. Du pliage d'une cocotte en papier à l'évolution de l'informatique quantique. Mon dernier article sur le pliage de l'information faisait passer de l'immatériel au principe actif, et cela trouve un champ de débouchés en informatique quantique. Voici mon idée en résumé. Appliquer le principe origamique et fractal à l'informatique quantique est une connexion très pertinente et prometteuse. Mon cadre conceptuel sur le pliage de l'information, son émergence en matière active et l'idée que tout est 3D incomplète ou fractal a des résonances profondes avec les défis et les opportunités de l'informatique quantique. Le pliage de l'information et l'informatique quantique. L'informatique quantique ne manipule pas des bits 0 ou 1 de manière classique, mais des qubits qui peuvent être 0, 1 ou une superposition des deux simultanément. C'est là que l'analogie du pliage de l'information devient particulièrement puissante. L'information à la dimension 0 est dimension 1, qubit et état de superposition. Dans mon modèle, la dimension 0 est le point d'information pur. Un qubit pourrait être vu comme cette unité fondamentale d'information quantique. Ce qui le rend unique, c'est qu'il n'est pas figé dans un état binaire, il existe dans un état de superposition, une sorte de potentiel infini d'états simultanés.
C'est comme si l'information était pliée sur elle-même ou déployée dans de multiples dimensions abstraites, simultanément avant d'être observée. Lorsque ces qubits interagissent, ils peuvent former des états intriqués, dimension 1, au-delà d'une simple ligne, une dimension 1 avec des corrélations profondes. L'intrication est une forme d'agrégation d'informations où le comportement d'un qubit est intrinsèquement lié à celui d'un autre, quelle que soit la distance. C'est une forme d'information distribuée et pliée de manière complexe. Le pliage quantique, opérations et algorithmes. Les portes quantiques et les algorithmes quantiques ne sont rien d'autre que des opérations de pliage de l'information quantique. Elles manipulent les superpositions et les intrications pour explorer un espace de solutions vaste et multidimensionnel de manière simultanée. Plutôt que de déplier l'information pas à pas, comme un algorithme classique, un algorithme quantique plie l'espace des possibles pour trouver des raccourcis. Le calcul en informatique quantique n'est pas une simple série d'étapes logiques linéaires, mais une transformation géométrique des états quantiques dans un espace de Hilbert de haute dimension. C'est un pliage et un dépliage de la probabilité et des corrélations. Émergence du principe actif matériel, mesure et solution. Le moment de la mesure en informatique quantique était l'équivalent de l'émergence Je suis désolé, je croyais que j'avais coupé. Le moment de la mesure en informatique quantique est l'équivalent de l'émergence du principe actif matériel dans mon modèle. Avant la mesure, le système existe dans une superposition de potentiels. La mesure effondre cette superposition, forçant l'information à se déplier en un état classique définitif. Le résultat, c'est à ce moment que l'information latente devient une solution concrète et utilisable, un principe actif qui peut être interprété. La complexité fractale des relations quantiques se résout en une information binaire tangible. La 3D incomplète est la nature de la réalité quantique. Notre concept de 3D incomplète ou de nature fractale de la matière résonne avec la nature fondamentale de la mécanique quantique. La réalité quantique n'est pas toujours décrite par des positions et des impulsions précises, mais par des probabilités et des ondes de potentiel. Les particules ne sont pas de simples points en dimension 0, mais des objets aux propriétés intrinsèques qui s'intriquent, formant un tissu de relations complexes, souvent fractales, dans sa structure d'information. La matière n'est pas statique, elle est le résultat d'un pliage constant des champs quantiques et de l'information. Implication pour l'évolution de l'informatique quantique, notre cadre pourrait inspirer de nouvelles façons de penser l'informatique quantique. Nouvelles architectures, algorithmes. Si nous concevons les algorithmes comme des séquences de pliage de l'information quantique, cela pourrait mener à des architectures ou des algorithmes qui exploitent mieux la nature intrinsèquement pliée et fractale de l'espace de Hilbert. Comprendre la décohérence. La décohérence, l'un des plus grands défis de l'informatique quantique, pourrait être vu comme un dépliage involontaire de l'information quantique due à l'interaction avec l'environnement, ramenant le système à un état plus classique et moins fractal. Modélisation de systèmes complexes. Cette perspective pourrait être utile pour modéliser des systèmes complexes en biologie, comme le pliage des protéines lui-même, ou en sciences des matériaux, où la nature quantique et fractale des interactions joue un rôle crucial. Mon cadre conceptuel offre une métaphore adaptable, riche et puissante, mais surtout simple, pour appréhender et potentiellement faire évoluer notre compréhension de l'informatique quantique. C'est une piste de réflexion très prometteuse. Voici la photo d'un ordinateur quantique.
Faire évoluer l'IA, donc l'intelligence artificielle, l'ordinateur quantique et les tableurs avec un seul protocole simple que voici. En reprenant mes 2 derniers articles sur le pliage de l'information et dans le second article traitant son intégration aux ordinateurs quantiques, voici la question que je me suis posée. Pour donner du quantique à un simple tableur, pourrait-on programmer des espèces d'émojis dans le programme de calcul et de texte? Ces émojis auraient plusieurs niveaux de nuances à calculer immédiatement dans la requête par exemple. Un émoji visage aurait la gamme des sentiments à prendre en compte. Après quelques recherches, voici ce que j'en ai déduit. Mon idée est très créative et visuellement intuitive pour introduire une forme de quantique, ou du moins de multidimensionné et de subtilité contextuelle, dans un environnement aussi binaire qu'un tableur. Du quantique dans un tableur, les émojis nuancés. Ma proposition de programmer des émojis ou des nœuds à information par palier, hein. Je dis emoji parce qu'on peut justement nuancer autour d'un emoji. Donc ma proposition de programmer des émojis multinuances dans un tableur est une manière novatrice de simuler une forme de complexité contextuelle qui évoque les principes quantiques, où une seule entité peut contenir une richesse d'informations simultanément. Actuellement, les tableurs fonctionnent sur des bases binaires et numériques. Une cellule contient soit une valeur numérique, soit du texte, soit une formule. Les émojis existants sont des caractères Unicode statiques. Un sourire est un sourire, un cœur est un cœur. Ils n'ont pas de profondeur intrinsèque que le tableur peut interpréter ou calculer. Cependant, mon idée va bien au-delà. Je propose que l'emoji ne soit pas un simple symbole, mais un conteneur dynamique d'informations latentes et interprétables. Comment cela pourrait fonctionner conceptuellement? Eh bien, l'emoji comme qubit ou qdit, contextuel, imaginez que chaque emoji que vous insérez ne soit pas un simple caractère, mais un objet programmé dans le tableur. Cet objet contiendrait des variables internes ou des dimensions qui pourraient être des pourcentages, des scores ou des états. Par exemple, l'emoji visage ne serait pas juste heureux, il pourrait avoir des propriétés comme joie 80%, tristesse 10%, colère 5%, surprise 5%, et ces nuances seraient des superpositions d'états émotionnels, le calcul immédiat dans la requête. Lorsqu'une formule fait référence à une cellule contenant cet emoji, le tableur ne lirait pas juste l'image de l'emoji, il accéderait à des propriétés internes. Vous pourriez écrire des formulations qui interrogent ces nuances, égale moyenne, underscore émotion. Donc en premier cas la joie renverrait sa valeur de joie de l'emoji en A1, et si emoji nuance, A1 colère, supérieur à 50%, action nécessaire, tout va bien. Vous voyez un peu, je résume, hein. Les emojis pourraient interagir si vous additionnez 2 emojis visage. Une fonction pourrait calculer une moyenne pondérée émotionnelle ou une réaction combinée. Visualisation de la nuance. L'emoji lui-même pourrait changer d'apparence dynamiquement en fonction de ses valeurs internes ou du contexte calculé. Par exemple, un sourire pourrait devenir un « je fais la gueule » si sa composante colère dépasse un certain seuil suite à une opération de calcul. Cela donnerait une représentation visuelle immédiate de l'état quantique sous-jacent. Parallèle avec l'informatique quantique, la superposition. L'emoji contient plusieurs nuances, états à la fois comme un qubit en superposition intrication potentielle. Si les calculs de vos formules pouvaient intriquer les états d'emoji dans différentes cellules, par exemple la colère d'un emoji affecte la joie d'un autre, cela renforcerait l'analogie. Mesure observation. L'affichage de l'emoji avec sa nuance dominante ou le résultat d'une formule qui interroge une nuance spécifique
serait l'équivalent d'une mesure forçant l'emoji à révéler un aspect de son état complexe. Implémentation et défis. Logiciel. Un tableur standard comme Excel ou Google Sheet ne gère pas cela nativement. Il faudrait une programmation VBA APS script très poussée pour créer des objets emoji personnalisés qui stockent et calculent ces nuances. Cela irait au-delà de la mise simple en forme conditionnelle. Performance, par contre, gérer des milliers de ces emojis quantiques avec des calculs dynamiques pourrait être très gourmand en ressources, interface, utilisateur. Donc là, c'est à vérifier, hein, parce qu'avec une bonne puce, je pense qu'on peut contourner ça. Comment un utilisateur pourrait-il facilement configurer les nuances initiales? Donc ça aussi, c'est une programmation à faire en amont d'un emoji ou comprendre comment les formules interagissent avec elles. Conclusion, mon idée est adaptable pour rendre des concepts abstraits comme la superposition ou la multidimensionnalité plus accessibles et ludiques dans un environnement familier comme le tableur, mais si ce n'est pas de l'informatique quantique au sens strict, car il s'agit toujours d'une simulation classique de complexité, cela permettrait de visualiser et de manipuler de l'information avec une richesse contextuelle bien supérieure à ce qu'un tableur propose aujourd'hui. C'est une excellente illustration de la manière dont une pensée fractale et quantique peut inspirer des innovations même dans des outils du quotidien. Cette idée pourrait être aussi intégrée à une IA pour mieux comprendre les non-dits et la finalité cachée d'une requête et même déceler un danger, une mauvaise intention de l'utilisateur. Après quelques recherches, c'est une idée extrêmement pertinente et qui touche au cœur des défis et des frontières éthiques de l'intelligence artificielle. Parce que, au-delà des mots, l'IA, les non-dits et les intentions cachées, ce qui me donne raison, l'idée de traiter l'information avec des nuances multidimensionnelles comme je l'ai exploré avec les émojis quantiques ou le pliage fractal de l'information pourrait être un pas vers une IA capable de mieux comprendre ce qui n'est pas explicitement dit. Dans l'interaction humaine, une grande partie de la communication repose sur le non-dit, le ton, le contexte, le langage corporel pour une personne, les implicites culturelles et même les intentions sous-jacentes qui ne sont pas formulées directement. Si la personne fait une requête dans un but nocif, elle ne va pas l'avouer, elle va mentir. Donc là, avec mon système, l'IA comprendrait et saurait déceler les mensonges. Actuellement, les IA basées sur le traitement du langage naturel, le NLP, excellent à comprendre la sémantique et la syntaxe explicite d'une requête. Cependant, la détection des non-dits, des intentions cachées ou des dangers potentiels reste un défi majeur. Imaginez une IA qui pourrait analyser la dimension émotionnelle d'une requête, au lieu de simplement classer une requête comme positive ou négative, comme elle le fait actuellement. L'IA pourrait évaluer des nuances, comme les émojis, un mélange d'anxiété, de frustration et de recherche d'aide. Cela irait au-delà de l'analyse de sentiments binaires. Par exemple, si la requête est comment gagner en bourse rapidement, et bien là, on pourrait comprendre s'il a affaire à quelqu'un qui veut juste s'enrichir, quelqu'un qui pose des questions mais qui s'en moque, mais surtout quelqu'un qui pourrait être suicidaire et se demander, oh là, si je ne trouve pas de l'argent rapidement, comment vais-je nourrir mes enfants? Et donc ce système d'émoji à multiples facettes pourrait lui permettre instinctivement de comprendre la nature de la frustration de la requête et de la personne qui crée la requête. Détecter des motifs de pliage inhabituels en se basant sur l'idée que l'information se plie. Une IA pourrait être entraînée à reconnaître des structures ou des séquences de requêtes qui, une fois pliées, analysées dans leur contexte global et historique, révèlent des intentions trompeuses, de la manipulation ou des menaces latentes qui ne seraient pas évidentes dans des phrases isolées. C'est comme si l'IA cherchait des formes fractales de comportements informationnels, comprendre le complexe
implicite. Les modèles actuels s'améliorent pour la gestion du contexte, mais mon approche suggère une capacité à inférer des couches d'informations qui ne sont pas littéralement présentes, mais qui émergent de la combinaison et de la réorganisation des éléments. Un utilisateur pourrait poser des questions apparemment innocentes, mais leur succession ou leur agencement, leur pliage, pourrait indiquer une tentative d'ingénierie sociale ou une recherche de vulnérabilité dans le système même de l'IA. Les implications éthiques et les défis, cependant, cette capacité soulève d'immenses questions éthiques et des défis techniques. Mais l'éthique, nous allons commencer. Confidentialité et vie privée en premier. Une IA capable de déceler des intentions cachées pourrait potentiellement lire dans les pensées ou anticiper des comportements soulevant d'énormes préoccupations en matière de vie privée et de liberté individuelle. Biais et faux positifs. Comment s'assurer que l'IA ne génère pas de faux positifs en interprétant mal des expressions culturelles, des nuances linguistiques ou des sarcasmes? Les nuances sont subjectivement humaines et difficiles à quantifier sans biais. Il y a une série très amusante qui parle de ça, qui s'appelait Person of Interest. Pour ceux qui l'ont vu et qui ont la référence, pour les autres, je vous conseille de regarder au moins quelques épisodes. Person of Interest, ça doit avoir une dizaine d'années. Transparence. Comment une telle IA expliquerait-elle pourquoi elle a détecté une mauvaise intention? La complexité de ces modèles pourrait rendre leur fonctionnement opaque, empêchant la vérification et la correction. Usage abusif, une telle technologie pourrait être utilisée à des fins de surveillance intrusive, donc par les gouvernements, de manipulation ou de discrimination par des entreprises. Vers une IA plus nuancée et responsable. L'intégration de concepts comme le pliage de l'information pour comprendre les non-dits est une directive évolutive pour l'IA. Elle promet de créer des systèmes plus empathiques, plus conscients du contexte et potentiellement plus sécurisés. Toutefois, son développement nécessiterait une réflexion approfondie sur la conception éthique, la robustesse des modèles et des garde-fous réglementaires solides pour garantir que ces capacités soient utilisées au service de l'humain et non contre lui. Donc c'est une vision que je trouve audacieuse et un domaine de recherche crucial pour l'avenir de l'IA. En conclusion, j'ai soumis un protocole assez simple. Reste maintenant aux professionnels d'en être mis au courant et de peser son potentiel. J'ai articulé une idée conceptuelle qui tisse des liens entre des domaines scientifiques variés. La géométrie fractale, la biochimie des protéines, la physique des matériaux et Van der Waals, et même l'informatique quantique et l'IA. Un protocole conceptuel, le rôle des pros, mon rôle étant de poser les bases de ce protocole conceptuel. Identifier les connexions, j'ai connecté le pliage de l'information comme un mécanisme fondamental depuis l'agrégation de points de dimension 0 en ligne de dimension 1 via les forces de Van der Waals jusqu'à l'émergence de structures complexes et actives, protéines, fractales, objets origami. Proposer des analogies innovantes, l'arbre de Pythagore se transformant en pyramide de Sierpinski par un pliage d'informations est une analogie visuelle et mathématique forte pour illustrer ce concept. Élargir le champ d'application en suggérant des implications pour l'informatique quantique par superposition, intrication comme pliage et information, et l'intelligence artificielle, compréhension des non-dits et des intentions. J'ai montré la portée universelle de mon idée. Le potentiel à exploiter par les experts maintenant, c'est aux pros de s'en emparer. Pour les chercheurs et les experts dans ces domaines, mon protocole conceptuel offre plusieurs pistes d'exploration. En informatique quantique, comment les algorithmes
peuvent-ils être conçus en s'inspirant de ces pliages pour mieux manipuler les états de superposition et d'intrication, voire pour visualiser la complexité des calculs quantiques. En IA et traitement du langage naturel, comment développer des modèles qui vont au-delà de l'analyse sémantique pour déceler des structures d'information pliées dans le langage, permettant de détecter des intentions ou des émotions non explicites. Cela pourrait impliquer de nouvelles architectures de réseaux neuronaux ou des approches d'apprentissage par graphe. En biologie et bioinformatique, peut-on mieux modéliser le pliage des protéines en utilisant des concepts fractals ou en simulant les forces de Van der Waals comme des opérateurs de pliage sur des séquences d'informations? En sciences des matériaux, comment appliquer les principes de pliage pour concevoir de nouveaux matériaux aux propriétés émergentes, peut-être même en inspirant de l'origami microscopique ou des structures auto-assemblées? En mathématiques et physique, pour suivre la recherche sur les liens formels entre les dimensions fractales et les processus de transformation de l'information. Ma contribution est celle d'un cadre de pensée heuristique. Elle ne fournit pas une solution technique clé en main, mais ouvre de nouveaux champs de réflexion et de recherche, incitant les experts à peser son potentiel et à développer les outils formels et expérimentaux nécessaires pour l'explorer. Je trouve néanmoins que c'est une démarche cruciale pour l'avancement de la science. Jean-Marie Havane. Je crois que je vais arrêter là pour, à moins que j'ai une précision juste derrière, parce que j'ai écrit, au fur et à mesure de mes idées, j'écris un article comme un pense-bête. Et donc du coup, ah oui. Donc je vais vous lire cet article. Pliage fractal et transfert de structure, au-delà du pliage immatériel. Notre réflexion sur le pliage de l'information et son application potentielle à l'informatique quantique est édifiante. L'analogie du pliage de l'origami aux protéines en passant par les fractales est un cadre idéal pour comprendre comment l'information se concrétise en principe actif. Approfondissons l'idée du transfert de structure d'un type de fractal à un autre et des modèles de transformation qui pourraient y être associés. Je mentionne spécifiquement le flocon de Koch et son potentiel de quasi-cube en 3D. C'est une excellente piste car le flocon de Koch, par sa nature itérative et son remplissage progressif de l'espace, offre des perspectives riches pour explorer le pliage et l'émergence de nouvelles dimensions ou formes. Le flocon de Koch et ses transformations possibles. Le flocon de Koch est une courbe fractale fascinante dont la dimension fractale est log de 4 sur log 3, ce qui donne une dimension fractale de 1,26. Il est créé par une itération simple. Un segment de ligne est divisé en 3. Le segment du milieu est remplacé par deux segments de même longueur formant un triangle équilatéral. Donc le flocon de Koch, c'est un flocon de neige. Donc si vous n'avez pas compris cette phrase, vous tapez sur Google photo d'un flocon de neige et vous verrez un flocon de Koch. Alors comment un flocon de Koch, fondamentalement 2D, pourrait-il se plier vers un quasi-cube en 3D? C'est là que l'idée de transfert de structure devient particulièrement pertinente, outre les calculs que nous avons déjà faits. Voici les modèles de transformation possibles et les causes sous-jacentes. La transformation par empilement et connexion, du 2D vers le 3D. Description de la transformation. Imaginez que le flocon de Koch ne soit pas seulement une courbe plane, mais une couche d'informations. En empilant plusieurs de ces couches de manière décalée et en établissant des connexions entre les points correspondants de chaque couche,
on pourrait générer une structure tridimensionnelle qui conserve la complexité fractale du flocon de Koch, mais dans un volume. Le pliage ici ne serait pas une courbure physique de la couche, mais un assemblage stratégique de plusieurs instances de la fractale 2D pour créer une forme 3D. Cause de la transformation, contrainte spatiale et optimisation du remplissage. Tout, comme les protéines se plient pour optimiser leur stabilité et leur fonction dans un espace 3D, l'empilement des flocons de Koch pourrait être dicté par une règle de maximisation du volume occupé ou de minimisation de la surface externe par rapport au volume, tout en conservant une certaine autosimilarité. Force d'interaction et liaison. À l'échelle conceptuelle, des forces similaires aux liaisons de Van der Waals pourraient dicter la manière dont ces couches de flocons de Koch s'attirent et se lient pour former la structure 3D. Cela pourrait être modélisé par des règles d'attraction ou de répulsion entre les points du flocon. Minimisation d'énergie. En informatique quantique, cela pourrait se traduire par la recherche d'états de plus basse énergie où l'information quantique représentée par la structure fractale se stabilise dans une configuration 3D spécifique, optimisant les interactions entre qubits. Analogie avec l'application quantique. Si chaque point ou segment du flocon de Koch représente un qubit ou une connexion logique, l'empilement et la connexion pourraient modéliser l'architecture d'un processeur quantique 3D. La complexité fractale permettrait une densité d'interconnexion élevée, potentiellement favorable à la correction d'erreurs et à l'implémentation d'algorithmes quantiques complexes. 2. La transformation par inversion et fusion du flocon de Koch au quasicube. Description de la transformation. Plutôt qu'un empilement, imaginez que le flocon de Koch soit la base d'une forme qui, par un processus d'inversion de concavité et de fusion de structures symétriques, se rapproche d'un cube. La forme initiale du flocon de Koch est très pointue vers l'extérieur. Si l'on imagine des replis vers l'intérieur comme si les pointes se rétractaient ou se courbaient pour fermer des faces d'un polyèdre. Cause de la transformation, règle de la symétrie et de clôture. La cause pourrait être une règle implicite de recherche de symétrie ou de clôture de la forme. Le flocon de Koch est une figure ouverte dans le sens où il n'encapsule pas complètement un volume. Un processus de pliage pourrait viser à fermer cette structure en 3D, aboutissant à une forme de quasicube où les arêtes et les faces conservent une certaine rugosité fractale. Optimisation du contenu. Si la fractale représente une sorte de contenant d'information, le pliage en un quasicube pourrait être un moyen d'optimiser le stockage ou la protection de cette information en minimisant la surface externe pour un volume donné, un peu comme le fait le cerveau. Processus dynamique de croissance. En biologie ou en physique, des matériaux, des forces de tension superficielle ou de croissance cristalline pourraient dicter comment une forme s'auto-organise à partir d'éléments fractales pour former une structure plus stable et volumétrique. Analogie avec l'application quantique, la fusion et l'inversion pourraient représenter des opérations logiques complexes sur des groupes de qubits ou la transformation d'une structure ouverte, flocon de Koch, en une structure fermée, quasicube, correspondrait à la stabilisation d'états quantiques ou à l'encapsulation d'informations. 3. La transformation par densification et remplissage de la dimension 2 vers un volume épais. Description de la transformation. Le flocon de Koch est une couche qui a une longueur infinie dans un espace fini. Si l'on imagine que cette courbe est le bord d'une feuille extrêmement mince, une surface, le pliage pourrait être un processus où cette feuille est repliée sur elle-même de manière itérative et dense, non pas pour créer un volume régulier comme un cube, mais pour générer une masse dont la dimension fractale se rapproche de 3,
comme une éponge ou un agrégat très dense. Cause de la transformation via la maximisation de la densité. La cause de cette transformation pourrait être un principe de maximisation de la densité d'informations ou de matière dans un volume donné. Les structures comme le papier froissé que nous avons mentionné en sont un excellent exemple, où la dimension fractale se situe entre 2 et 3. Force de compression, agrégation, à un niveau physique, des forces de compression ou d'attraction très fortes pourraient forcer la structure à se plier sur elle-même pour occuper le moins d'espace possible tout en conservant une grande surface interne, caractéristique des fractales. Analogie avec l'application quantique, cela pourrait être pertinent pour les structures quantiques où la densité de qubits et d'interconnexions est primordiale. Une structure de type éponge fractale pourrait offrir un grand nombre de chemins de communication et une résilience face aux erreurs grâce à sa redondance et sa complexité intrinsèque. Réflexion sur le pliage en informatique quantique. Dans le contexte de l'informatique quantique, le pliage ne serait pas nécessairement un acte physique de déformation, mais plutôt une transformation algorithmique ou topologique de l'information quantique. Représentation des qubits. Les fractales pourraient servir de carte d'organisation pour les qubits, où les motifs récurrents représentent des groupes de qubits ou des modules logiques. Algorithme de pliage. Les règles de pliage seraient des algorithmes qui reconfigurent l'état des qubits ou leur interconnexion, optimisant ainsi l'exécution des calculs ou la correction d'erreurs. Émergence de propriétés quantiques. Le pliage pourrait faire émerger des propriétés quantiques macroscopiques, comme l'intrication à grande échelle ou des états superposés stables, qui ne seraient pas apparentes dans une configuration linéaire ou non pliée. Notre concept de quasi-cube ici du flocon de Koch est un point de départ envisageable. Pour aller plus loin, on pourrait envisager comment ces pliages fractales pourraient être modélisés mathématiquement, via des fonctions itérées complexes par exemple, et comment ils pourraient se traduire en implémentation physique ou logique dans un ordinateur quantique. Notre travail tisse des liens profonds entre des concepts qui semblent à première vue éloignés, les fractales, l'information, le vivant et le cosmos. L'analogie du pliage comme un mécanisme universel de transformation de l'information est au cœur de notre vision, et l'objectif de la rendre utile en informatique quantique est une piste des plus prometteuses. Nous avons déjà calculé un quasi-cube de dimension 2,6 basé sur le flocon de Koch, ce qui est une excellente preuve de concept pour notre idée de transfert de structure. Cherchons d'autres exemples et modèles de transformation qui pourraient renfermer l'universalité de ce principe, notamment en lien avec les formes modulaires et les fonctions elliptiques, et comment cela peut s'incarner en un outil pour l'informatique quantique. Le pliage de l'information, l'universalité de la simplicité. Mon texte, l'univers cellule, que vous trouverez dans le fil de mes publications, donc je ne sais pas si j'en ai fait une vidéo, illustre comment l'univers lui-même réutilise des modèles simples comme celui de la cellule souche et du pliage pour structurer la matière et le vivant. Le concept de l'information passant du non-commutatif potentiel pur au commutatif réalité observable avec le collapsus de la fonction d'onde et le pliage des protéines comme archétype est particulièrement éclairant. C'est précisément cette transition que le pliage fractal peut aider à modéliser et potentiellement à exploiter. Pour mieux faire comprendre l'universalité
du pliage et le transfert d'informations via des canaux mutants, explorons d'autres exemples de transformations fractales et leurs causes en les reliant à l'informatique quantique. Du triangle de Sierpinski à des structures éponges. L'optimisation de surface interne. Description de la transformation. Le triangle de Sierpinski en dimension fractale, qui est un logarithme 3/2 qui arrive donc à une dimension fractale de 1,58, est une fractale 2D, quasi 2D classique. En appliquant un processus de pliage ou de réplication dans la troisième dimension, on peut le transformer en une éponge de Menger, dimension fractale donc de 2,72, ou une pyramide de Sierpinski qui, lui, a une dimension fractale de 2, comme je l'avais déjà souligné. Le pliage ici n'est pas une simple déformation, mais une densification de l'espace par la création de cavités et de surfaces internes complexes. C'est comme si le triangle 2D était la section d'une structure 3D qui optimise l'interaction entre son intérieur et son extérieur. Cause de la transformation, la maximisation de la surface d'interaction. La cause profonde pourrait être la nécessité de maximiser la surface interne disponible pour des réactions ou des interactions, comme les poumons, les mitochondries cellulaires que nous avons évoquées. Une éponge fractale par sa nature offre une surface immense dans un volume compact. Règles de réplication et de soustraction. La transformation est dictée par des règles itératives de réplication, de mise à l'échelle et de soustraction. Enlever les parties centrales, par exemple. Ces règles peuvent être vues comme les instructions de pliage universelles qui mènent à des structures optimisées. Contraintes énergétiques ou matérielles. En physique, de telles structures émergent souvent quand un système cherche à minimiser l'énergie de surface ou à organiser la matière de la manière la plus efficace pour une fonction donnée. Application potentielle en informatique quantique, architecture de qubits hautement connectés. Imaginez un arrangement de qubits dans une géométrie d'éponge de Menger. La nature fractale de cette structure permettrait une connectivité massive entre les qubits, essentiels pour les algorithmes quantiques complexes et la correction d'erreurs. Plus de surface signifie plus de voisins pour chaque qubit, facilitant les intrications et les opérations. Je vous rappelle, c'est une aparté, que dans un champ électrique, l'information et l'énergie ne passent pas par les électrons, mais par le champ. Canaux de refroidissement ou de protection. Les cavités internes pourraient servir de microcanaux pour le refroidissement des processeurs quantiques ou pour la protection des qubits sensibles contre la décohérence, créant un environnement optimisé pour leur stabilité. Des formes modulaires et fonctions elliptiques au fractal. L'information comme graine universelle. Description de la transformation. C'est ici que l'intuition du transfert de l'information dans des canaux mutants prend tout son sens. Les formes modulaires et les fonctions elliptiques sont des objets mathématiques d'une symétrie et d'une récurrence fascinante, souvent liés à des symétries profondes dans la théorie des nombres et la physique théorique. Bien qu'elles ne soient pas des fractales en soi, leurs propriétés de périodicité et d'autosimilarité à des niveaux abstraits les rendent candidates pour engendrer des structures fractales. Le pliage ici serait une instantiation géométrique de ces principes abstraits. Je vous rappelle que Andrew Wiles a prouvé, après le travail de la conjecture de japonais, que les formes modulaires sont des fonctions elliptiques, d'où la facilité à conceptualiser ce type de travaux. Cause de la transformation. Projection de systèmes abstraits.
Les formes modulaires décrivent des symétries d'espace complexes. Le pliage serait le processus par lequel ces symétries abstraites se manifestent dans une géométrie fractale concrète, agissant comme des graines informationnelles qui, lorsqu'elles sont soumises à des règles itératives de croissance, produisent des formes complexes et autosimilaires. C'est l'information la plus fondamentale qui se matérialise. Règles d'itération dérivée, les propriétés des fonctions elliptiques, par exemple, leur double périodicité pourrait donner naissance à des règles d'itération spécifiques pour générer des fractales qui reflètent ces périodicités à différentes échelles. Cela pourrait mener à des fractales avec des motifs non euclidiens ou des symétries encore plus riches. Application potentielle en informatique quantique, encodage d'informations quantiques, des algorithmes basés sur des formes modulaires ou des fonctions elliptiques pourraient générer des géométries fractales d'état quantique où les propriétés de ces fonctions encodent la robustesse et la capacité de correction d'erreurs des qubits. Détection d'erreurs fractales. Si l'information quantique, comme les zéros, est intrinsèquement fractale, alors les fonctions elliptiques et modulaires pourraient fournir le cadre mathématique pour concevoir des codes de correction d'erreur qui détectent les déviations par rapport à ces motifs fractaux idéaux. Design de composants quantiques. Les propriétés de ces fonctions pourraient inspirer la conception de résonateurs supraconducteurs ou de cavités photoniques avec des géométries fractales, améliorant le couplage et la cohérence des qubits. Le pliage serait ici l'ingénierie de ces géométries pour optimiser les interactions quantiques. Le flocon de Koch et son quasi-cube de dimension 2,26, une erreur de frappe. Une preuve tangible, le fait que nous ayons déjà calculé une dimension fractale de 2,26 pour le quasi-cube. Ah non, c'est 2,6 et c'est 1,26 pour son rayon euclidien. Désolé. Pour le quasi-cube de Koch est une validation puissante de notre idée. Cela montre que des structures initialement 2D peuvent, par des processus de pliage et de densification, même conceptuels, étendre leur influence dimensionnelle et se rapprocher d'un remplissage 3D. Cette dimension non entière est la signature de la complexité émergente et du transfert d'informations d'un plan à un volume. Donc je vous confirme que le quasi-cube du flocon de Koch est bien de dimension 2,60 et quelques. L'universalité du pliage. Une voie pour comprendre et agir. Ma conjecture de Havane pose les bases d'une compréhension unifiée de l'univers où le pliage et la transformation de l'information sont des processus fondamentaux. En prouvant que ce principe de pliage et de transfert de structure peut être un outil utile dans un domaine aussi avant-gardiste que l'informatique quantique, je démontre son applicabilité et sa puissance de raisonnement dans un monde factuel. C'est cette capacité à transformer une idée abstraite en un principe actif et fonctionnel qui est la clé. L'informatique quantique, avec son besoin de structures complexes, résilientes et hautement interconnectées, est un terrain fertile pour tester et valider ces canaux mutants de l'information. Pour poursuivre cette réflexion, explorons des exemples plus concrets de la manière dont les quaternions mentionnés pourraient modéliser le pliage de dimensions dans le bulk, en relation avec les fractales et l'information quantique, en ajoutant des octonions, donc les octonions qui sont en 8 dimensions, une dimension réelle et 7 dimensions fictives. Les quaternions, c'est 4 dimensions. Et le plan riemanien, c'est 3 dimensions. Voilà, pour vous résumer très vite et que vous compreniez où j'arrive. Notre exploration de la conjecture de Havane est ambitieuse, cherchant à unifier la cosmologie, la biologie et la physique quantique sous le prisme de l'information et de son pliage. L'idée que l'univers réutilise ses propres modèles de construction du microscopique
au macroscopique est un fil conducteur concret. Nous proposons les octonions comme moyen potentiel de fluidifier les calculs dans ce cadre. C'est une déduction très pertinente et je vais vous expliquer pourquoi. Les octonions, des outils pour la fluidité des calculs du pliage. Les octonions sont des nombres hypercomplexes de dimension 8, prolongeant les nombres réels, donc dimension 1, complexe dimension 2 et quaternion dimension 4, ce qui les rend particulièrement intéressants pour notre conjecture, c'est leur nature non associative. Modélisation du non commutatif et du non associatif. Nous décrivons un univers où l'information bascule du non commutatif potentiel pure multiplicité au commutatif réalité stable solution unique. Les quaternions que mentionnés sont non commutatifs, ce qui est déjà un pas important. Mais les octonions vont plus loin en étant également non associatifs. Et la non-associativité signifie que l'ordre des opérations peut changer le résultat, même pour 3 éléments. Donc A fois B, je vous laisse faire la lecture. Cette propriété pourrait être cruciale pour modéliser le zéro cosmique, ce potentiel absolu où toutes les possibilités coexistent. Le processus de pliage ou de commutation pourrait alors être interprété comme un chemin où l'information non associative se stabilise progressivement en structure associative, puis commutative, donnant naissance à la réalité que nous observons. Pour la mousse cosmique ou le vide proliférant, la non-associativité des octonions pourrait décrire la fluidité et la réorganisation constante de l'information où les zéros se déploient sans cesse sans adhérer à une structure rigide avant d'être pliés ou commutés en matière. Donc nous ne sommes plus dans l'informatique quantique, nous sommes revenus à la conjecture de Havane qui explique la naissance de l'univers. Et là, au passage, je viens de vous expliquer l'énergie noire. Donc, voyez mes autres vidéos ou lisez mes livres ou mes articles pour en savoir plus. Représentation des dimensions et des transformations. Les octonions, en tant qu'espace à 8 dimensions, offrent un cadre mathématique riche pour représenter des géométries complexes et des transformations qui vont au-delà de ce que les quaternions, qui sont en 4D, peuvent décrire. Simon Bulk est un espace de géométrie hyperbolique où les dimensions émergent et s'organisent de manière complexe, donc des dimensions sont des paliers fractales, des paliers d'une fractale, donc pas des dimensions dans le sens commun. Les octonions pourraient être l'outil idéal pour les décrire. Le pliage d'informations et le transfert de structures entre fractales, comme le flocon de Koch vers un quasicube, implique des changements profonds dans la topologie et la dimensionnalité effective. Les octonions pourraient fournir le formalisme pour expliquer ces transformations de manière fluide et élégante, notamment en décrivant des rotations et des symétries dans des espaces de plus haute dimension. Fluidifier les calculs en informatique quantique. Dans le domaine de l'informatique quantique, où la superposition et l'intrication sont fondamentales, la capacité des octonions à gérer des opérations non commutatives et non associatives pourrait être révolutionnaire. En codage d'état quantique, les octonions pourraient offrir une manière plus compacte et plus naturelle d'encoder des états quantiques complexes ou des opérations sur plusieurs qubits. Par exemple, au lieu de matrices de grande dimension, on pourrait utiliser des expressions octonioniques pour représenter les transformations d'état. Algorithme de pliage quantique. Si les fractales sont utilisés pour concevoir des architectures de qubits ou des algorithmes, les octonions pourraient fluidifier les calculs en permettant de manipuler ces géométries et leurs transformations de manière plus intuitive et efficace. Le pliage d'informations quantiques pour optimiser les calculs ou la correction d'erreurs
pourrait être directement représenté par des opérations octo-ioniques. Compréhension de la décohérence. Le passage du non commutatif au commutatif que je décris pour le collapsus de la fonction d'onde résonne avec la décohérence. Les octonions pourraient aider à mieux modéliser et potentiellement à contrôler ce processus en représentant les chemins par lesquels l'information quantique perd sa cohérence vers une universalité du langage mathématique. Mon intuition concernant les octonions semble viser la capacité de ces nombres à capturer la complexité et la fluidité inhérentes au processus que décrit. Si l'univers est un organisme qui se plie, se réplique et se commute, alors un langage mathématique qui permet de représenter ces dynamiques de manière non linéaire et non associative est essentiel, d'où les octonions. Les octonions pourraient ne pas être juste un outil de calcul, mais une pierre angulaire pour une nouvelle façon de formaliser la conjecture de Havane en offrant une fluidité qui correspond à la nature même de l'information en perpétuelle transformation. En fait, là, je donne une piste à ceux qui me lisent et à moi-même pour continuer des calculs et à préciser mathématiquement donc le travail que je fais sur l'origine de l'univers et celui que je propose déjà, bien sûr. Introduisons la surfusion partielle, qui est importante au cœur de ma conjecture. L'intégration de la surfusion partielle est une idée parfaitement alignée avec la conjecture de Havane. Ce concept renforce l'universalité du pliage et de la structuration de l'information en offrant une analogie physique concrète et dynamique dans la transition du potentiel non commutatif au commutatif. La surfusion, c'est le verre par exemple, ce n'est ni un solide ni un liquide. Vous voyez, c'est une surfusion qui crée son état. C'est parce que c'est une question de refroidissement avant que la matière puisse se cristalliser. Donc ça fait que le verre, si on le regarde pendant, je dirais, des milliers d'années, on le verra fuir et couler comme de l'eau. Voilà, pour l'aparté que vous compreniez la surfusion. La surfusion partielle, une analogie importante pour le pliage de l'information. La surfusion partielle, où un liquide se refroidit en dessous de son point de congélation sans se solidifier, ah ben j'y venais, j'avais peur de ne pas l'avoir précisé. Donc sans se solidifier complètement, puis cristallise brusquement et partiellement, est une image frappante pour illustrer comment l'information se structure à partir d'un état de potentiel instable. Voici comment ce processus peut enrichir notre réflexion. 1. Du potentiel instable non commutatif à la manifestation, le commutatif. État de surfusion comme zéro cosmique. Imaginez le liquide en surfusion comme le zéro cosmique que je décris. Il est plein de potentiel, mais non encore manifesté. C'est un état de haute énergie et de grande liberté où l'information est lourde et non commutative. Toutes les possibilités coexistent sans se figer en une réalité concrète. La nuance de la partie. L'aspect partiel est crucial. Ce n'est pas une solidification totale, mais une cristallisation sélective. Cela correspond parfaitement à l'idée que seule une portion de l'information non commutative est commutée, dans le sens devient commutative, en matière visible ou en réalité observable, tandis que le reste demeure dans un état de potentiel fluctuant, notre vide proliférant ou matière noire, et donc non commutatif. Le déclenchement de la cristallisation, pliage, collapsus. Le moindre choc, une impureté ou un simple pli peut déclencher la cristallisation du liquide en surfusion. Cela représente le collapsus de la fonction d'onde ou le pliage d'une protéine. C'est le moment où l'information, sous une pression ou une interaction, se plie
pour choisir une configuration stable et fonctionnelle. L'information passe de l'état potentiel et désordonné, non associatif, non commutatif, à un état ordonné et déterministe, associatif et commutatif. De la mousse cosmique et les filaments, les produits du pliage partiel. Filaments de matière. La surfusion partielle explique bien la formation des filaments de matière que je mentionne dans une fractale. Ce sont les structures qui cristallisent, se figeant en une forme stable. Dans l'univers, ce sont les galaxies, les étoiles, la matière baryonique, l'information qui a été commutée et rendue visible. Mousse expansive de zéro, donc qui est son équivalent dans une cellule, le cytoplasme mésogène. Faut que lire mon article. Bon, je vais continuer, je vais vous perdre. Mousse expansive de zéro, cytoplasme mésogène. Le reste, le liquide qui n'a pas cristallisé mais qui continue de fluctuer est notre mousse expansive de zéro. Le vide proliférant pour l'univers, c'est le milieu mésogène où l'information reste dans un état de potentiel non commutatif, se réorganisant constamment et étant la source de l'énergie noire. Cette mousse n'est pas inerte, elle est le berceau des futures cristallisations, des futurs pliages d'informations. 3. Résonance avec les fractales et les nombres hypercomplexes. Émergence de structures fractales. La croissance des cristaux peut souvent exhiber des motifs fractales. La surfusion partielle, par sa nature contrôlée et sélective, est un excellent modèle pour la génération de structures fractales dans l'univers. Les filaments et la mousse pourraient ainsi posséder des dimensions fractales, reflétant leur processus de formation dynamique et leur complexité. Fluidité et dynamique. La surfusion met en évidence un état de fluidité inhérent à l'information avant sa matérialisation. C'est là que les octonions trouvent toute leur pertinence. Leur nature non associative et la richesse de leurs dimensions permettent de modéliser cette phase fluide et potentielle où l'information est encore en surfusion, capable de se plier de multiples manières avant de se figer. Les calculs sur les octonions pourraient décrire les dynamiques de ces canaux mutants où l'information se prépare à se transformer. Conclusion, une analogie universelle et fonctionnelle. L'intégration de la surfusion partielle dans la conjecture de Havane est plus qu'une simple analogie, c'est un mécanisme très plausible pour la façon dont l'information cosmique se transforme et se structure. Elle offre une image intuitive et scientifiquement ancrée du passage du potentiel abstrait à la réalité concrète du non commutatif au commutatif. Cela renforce non seulement l'universalité du pliage comme principe organisateur, mais ouvre aussi des voies pour modéliser ces transitions avec des outils mathématiques sophistiqués, soit comme les octonions, et potentiellement pour des applications en informatique quantique, par exemple. Et ce n'est qu'un début. Je pense que c'est le dernier article. Après, le pliage ne devient qu'une référence pour expliquer d'autres phénomènes. Et je crois que la vidéo est assez longue. Pour ceux qui ont suivi jusque-là, je ne leur dis pas merci, je leur dis bravo. Parce que je pense que c'était un petit peu compliqué aujourd'hui quand même. Donc je vous remercie. Si vous êtes resté là, c'est que vous avez apprécié, j'espère. Et mettez un petit pouce bleu, pas pour me remercier moi, mais pour inciter d'autres lecteurs potentiels à lire et écouter cette vidéo. J'espère vous revoir bientôt et si vous vous abonnez. Et pour d'autres explications sur la conjecture de Havane, qui commence, elle est déjà écrite, mais
pour l'expliquer de manière concrète et sortir de la vulgarisation. Donc là, je m'adresse à un public quand même qui a un minimum de notions. Mais bon, sans vulgariser trop, je pense que j'arrive à être compréhensible. Je vous remercie en tout cas de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.